bonjour à tous et merci d'être présents ce matin pour ce séminaire en ligne. Donc moi, je suis Isabelle Riquebuche, je suis l'officier de sécurité. Je représente l'ambassadrice ce matin qui ne pouvait pas être avec nous pour vous expliquer un peu le contexte du séminaire, bref, brièvement. Donc c'est un séminaire qu'on a voulu organiser, qui a été proposé lors du dernier comité de sécurité de février. Initialement, on voulait vous envoyer une fiche réflexe sur les séismes, mais on s'est rendu compte en discutant avec l'Observatoire que ce serait plus intéressant de faire quelque chose de plus vivant sur le risque sismique en Bolivie et les précautions à prendre. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est bien justement de prendre conscience de ce risque en Bolivie, de prendre conscience qu'il y a une activité quotidienne sismique dans le pays et qu'il s'agit de se préparer aux effets de ces séismes sur la sécurité potentielle de chacun. On a voulu organiser ça avec l'Observatoire San Calixto. Donc, pour mémoire, simplement rappeler que l'Observatoire San Calixto a une relation historique avec la France. C'est un observatoire qui a été fondé en 1913 par le père Pierre-Marie Descotes, qui a installé les premières stations sismiques à La Paz. L'activité de l'Observatoire s'est développée grâce à la coopération technique et scientifique avec la France. C'est une collaboration qui a débuté en 1972 dans le cadre d'une convention entre l'OSC et le laboratoire de géophysique du département analyse et surveillance de l'environnement du CEA en France. Donc voilà, c'est une collaboration qui dure. L'Observatoire surveille l'activité sismique en permanence depuis son réseau de sa station et fournit des informations sur les séismes, leur localisation et leur magnitude de manière publique, en libre accès, en continu et en temps réel. Donc là, on aura plus d'informations de la part de Edith Evenet, donc qui est avec nous. Pardon, j'aurais dû commencer par ça, mais présenter les co-organisateurs. Edith Evenet, qui est donc le volontaire international mis à disposition de l'Observatoire par la France à travers le partenariat avec le CEA qui nous a aidé à organiser ce séminaire, et Gonzalo Fernandez, qui est donc le directeur de l'Observatoire San Calixto, qui nous donnera aussi un peu de détails sur l'activité de l'Observatoire. Pour être complète, l'Observatoire a aussi une activité de surveillance et d'analyse de l'activité nucléaire. En fait, l'Observatoire bénéficie d'une station infrason certifiée par l'OTIS, l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, mais à l'État bolivien d'être contribué de haute qualité sur la surveillance internationale des essais nucléaires. Donc voilà, il y a une coopération française également dans ce cadre. Pour revenir sur les séismes, les travaux de recherche issus de la collaboration avec la France ont permis d'établir la première carte probabilistique du risque sismique en Bolivie en 2019. Et cette carte contribue à l'élaboration d'une norme de construction parasismique en 2023. On pourra, je pense, y revenir. Par ailleurs, une étude est en cours actuellement sur les failles géologiques à l'origine de la microsismicité de la région de Cochabamba. Donc là également, je pense que Gonzalo Fernandez pourra nous en parler plus précisément. En tout cas, nous, on est très contents et ravis d'accompagner dans ce projet sur lequel il travaille et qui donnera normalement des résultats en 2025. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Je voulais vraiment remercier l'OSC pour l'organisation de ce séminaire, voilà, tout ce qu'ils ont préparé dans le cadre de ce séminaire. J'espère que tout le monde y trouvera des informations intéressantes à la fois sur les séismes et sur les indications utiles pour se préparer ses proches, préparer son organisation, la structure dans laquelle vous travaillez, aux effets et aux conséquences de ces séismes dans vos régions en Bolivie. Voilà, je vous souhaite un bon séminaire et je laisse la parole, je pense, à Eddy ou à Gonzalo, je ne sais plus qui prend la suite. Merci à vous. Merci Isabelle d'avoir planté le décor. Gonzalo, tu veux peut-être ajouter un mot sur l'observatoire? Et bonjour à tous. Et oui, évidemment, je vous remercie pour votre collaboration et je vous remercie pour votre intérêt sur l'apprentissage des tremblements de terre en la Bolivie. Au début, je voudrais donner quelques mots de remerciement et après, je vais vous laisser la parole à M. Edith Bennett, notre volontaire international. Madame et Messieurs de la communauté française de la Bolivie et l'ambassade de France.
Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre soutien lors de cette session de formation sur la préparation sismique. Votre engagement en faveur de la sensibilisation aux risques sismiques est essentiel pour renforcer la sécurité de nos communautés. C'est un honneur de collaborer avec la France sur un sujet aussi crucial. Et j'espère que cette série de leçons sera à la fois enrichissante et inspirante pour tous les participants. Ensemble, nous pouvons renforcer notre résilience face aux catastrophes naturelles et promouvoir une meilleure compréhension des enjeux sismiques. Je vous souhaite à tous une excellente session et une collaboration fructueuse. Après ça, je laisse les paroles à M. de Tevenet, mais je vous remercie une fois de plus pour toute la collaboration que la France a fait avec la Bolivie et aussi avec l'Observatoire San Calixto. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon apprentissage sur ce sujet. Merci. Merci Gonzalo. Merci à toi. Alors, je vous propose de débuter. Un petit tour d'horizon de ce qu'on va voir aujourd'hui pendant le webinaire. On va avoir deux parties. Une première partie sur le risque sismique, les faits scientifiques et on va dire l'exposition en fonction des régions et comment on peut, à quel point on est préparé en Bolivie à répondre à un séisme, quelles sont les tendances démographiques, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment, qu'est-ce qu'on a comme normes, et aussi le rôle de l'observatoire dans la société avec ses enquêtes post-séisme pour apporter des faits scientifiques aux autorités et essayer d'améliorer la résilience de nos communautés. Et dans un deuxième temps, on verra concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire avant un séisme, les bons gestes à adopter pendant et après, avec des ressources en ligne, comment faire un sac et un plan d'urgence, quels exercices vous pouvez mettre en œuvre. Et je vous parlerai un petit peu, pour terminer, de la psychologie de la gestion de crise, comment on se prépare, pourquoi on se met à se préparer et pourquoi en Bolivie on n'est pas préparé. Ça sera des choses intéressantes, j'espère pour vous. Alors, vous allez tout de suite me demander des séismes en Bolivie, d'accord, il y en a sûrement eu. Quels sont les plus grands qu'il y a eu dans l'histoire de la Bolivie? Ce qu'on retient historiquement et que je veux vous présenter, il y en a deux en particulier. Les deux plus grands séismes ont eu lieu dans les années 90, 94 et 98. On a eu un magnitude 8 à Rurrenabaque dans le Beni, dans le département de La Paz. On est encore dans le département de La Paz. C'était un événement énorme dont je vais vous parler plus en détail après. Et ensuite, on a eu le séisme le plus destructeur, qui a été d'une magnitude moindre, mais qui a eu beaucoup plus d'effets à Aikile, que vous voyez dans la région de Cochabamba. Ce sont les deux séismes historiques dans l'histoire récente qui ont fait date. Et puis historiquement, on a aussi une période de retour plus grande grâce à des témoignages écrits. En 1947, grâce à l'Observatoire San Calixto, on avait déjà des signaux. Donc on a déjà pu enregistrer le séisme de magnitude 6.4 que vous voyez dans la liste, mais on a aussi des témoignages écrits depuis le XVIIe siècle. Donc ça fait partie des travaux de l'Observatoire de compiler ces données pour estimer le risque. Ensuite, je vous montre la carte nationale des plus grands séismes qu'il y a eu dans les 100 dernières années. Et en couleur, ce que vous voyez, donc chacun des points représente un séisme de magnitude importante, on va dire, ressenti. Et en fonction de la couleur, vous voyez la profondeur à laquelle a eu lieu le séisme. Ce que vous voyez, pour faire simple, vous savez que les séismes sont reliés au phénomène de subduction. La subduction, vous avez une image sur la droite qui vous représente le plongement de la plaque océanique à l'ouest qui plonge sous la plaque continentale sud-américaine, qui est à l'origine du phénomène de séisme. Ces deux plaques qui rentrent en collision et qui accumulent des contraintes au cours du temps et qui les relâchent brutalement. Il y a des phénomènes de rupture, des roches qui craquent, et c'est ce qu'on appelle un séisme. Évidemment, plus on s'éloigne du trait de côte, plus la plaque plonge, et donc plus les séismes sont profonds. Les séismes les plus profonds sont représentés en rouge foncé, les séismes intermédiaires en orange. Donc il y a bien ce phénomène de plus on s'éloigne de la côte, plus les séismes sont profonds. Et vous voyez qu'il y a des points particuliers, des points jaunes, qu'on appelle des séismes superficiels, qui ont lieu proche de la surface, donc dans la croûte continentale sur le schéma à droite, qui correspondent à un raccourcissement de la croûte. Et c'est des endroits où la roche craque, mais en surface. Donc ça, c'est des séismes particulièrement dangereux. Je vais vous expliquer avec deux exemples. Je vais vous parler de deux événements. Le plus grand séisme, le numéro 1, on va dire, qui a eu lieu très profondément, à magnitude 8. Il faut se dire qu'il a été ressenti de la Patagonie au Canada. Rendez-vous compte, il y a eu des vibrations ressenties sur tout le continent américain.
Il a fait 5 décès et des glissements de terrain qui ont été engendrés au Pérou, des fenêtres brisées dans diverses villes aux alentours. Il a été suivi de 2 répliques. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que les grands séismes les plus dangereux ont des répliques. C'est comme des répétitions. Donc, il faut être préparé à ce genre de répétition après un grand événement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que même si ça a été un séisme de très grande magnitude, gigantesque, on voit que le nombre de décès, le nombre de dégâts est finalement modéré par rapport à d'autres événements. Pourquoi me direz-vous? Et bien, la raison, c'est parce qu'il était si profond, il a été peu ressenti en surface. Et ça, c'est la raison aussi pour laquelle le séisme, lui, qui a été le plus dévastateur dans l'histoire de la Bolivie, c'est le suivant, qui était un magnitude 6,6, donc bien inférieur, mais pour le coup, qui a été en surface, c'est-à-dire 25 km sous la surface contre 600 km très profond. Les dégâts ici ont été monumentaux. 3 villages ont été détruits, les villages de Aikile, Totora et Misque. Plus de 100 décès ont été déplorés, des dizaines de blessés et évidemment des milliers de sans-abri en raison des maisons détruites. Donc, ce que je veux que vous reteniez sur ce premier point sur les faits scientifiques, c'est que le ressenti en surface d'un séisme dépend à la fois de la magnitude, est-ce que c'est un séisme important, et de la profondeur. Est-ce qu'il a eu lieu proche de la surface, auquel cas il est d'autant plus dangereux qu'il est proche de la surface. Et enfin, un dernier fait relativement sordide sur l'aide internationale qui a été prodiguée au moment du séisme de Aikile en 1998, c'est que l'aide internationale qui s'élevait à 30 millions de dollars américains a été détournée pour la quasi-moitié par les autorités de l'époque. Donc ça fait partie des critères, on va dire, sur lesquels on peut agir en tant que société, en tant que communauté, dans la résilience, comment on va s'adapter en cas de crise, comment on y réagit. Et c'est tout l'enjeu de ce webinaire, de vous sensibiliser à cela. Maintenant, vous allez me demander, d'accord, il y a eu des grands séismes dans ces régions-là, où est-ce que l'exposition est la plus grande au séisme? Cette carte que vous voyez ici a été produite en 2019 par l'Observatoire San Calixto et je vais vous proposer de zoomer sur la région centre-ouest, où évidemment l'exposition au risque sismique est majeure. Sur cet encadré, cette carte qui est codée en couleur représente, étant donné une probabilité d'occurrence, l'endroit où on ressentira le plus fortement des séismes au cours de l'année, c'est ce code couleur. Plus on est rouge, plus on est exposé au risque sismique. Plus on est bleu, vert, moins on l'est. Ce que vous voyez, c'est que la région la plus exposée, c'est la région avec le frontière avec le Chili, bien évidemment, pour la raison évidente qu'il y a des séismes proches de la zone de subduction avec le Chili. Mais quelque part, on peut dire merci au réseau des villes qui ne sont pas implantées sur cette région-là, beaucoup plus désertique. Donc, l'exposition est relativement faible en termes de population exposée. En tout cas, on n'a pas de grandes villes exposées. Et ce que vous voyez ensuite en second lieu, c'est ces 3 villes, Cochabamba, Sucre et Santa Cruz, et leurs régions aux alentours, qui forment un triangle dans le centre du pays, qui sont particulièrement exposées au risque sismique. Et si vous remontez à la slide du début sur les séismes superficiels, c'est la raison pour laquelle on a un hotspot sismique. On a des séismes en surface. C'est la région où il y a eu le séisme de Aikile, par exemple. Donc, c'est là où il faut être particulièrement vigilant et conscient du risque sismique. Ensuite, dans une mesure un peu moindre, en vert clair, vous avez les régions de La Paz, Oruro, Potosí et aussi Tarija, qui sont exposées au risque sismique, mais avec des ressentis en surface qui seront légèrement moindres. Ce que cela veut dire en termes d'exposition de la population, sur les 11,3 millions d'habitants de la Bolivie, dans le hotspot sismique situé au centre du pays, on a plus de 3 millions de personnes qui sont exposées. Et en plus, ces villes sont en forte croissance démographique. Vous le constatez dans les zones périurbaines autour de ces villes. C'est des villes qui grandissent et qui ne sont pas adaptées en termes de normes à la construction sismique. Peut-être que vous vivez dans un bâtiment qui ne l'est sûrement pas d'ailleurs. Comment avoir des informations sur ce sujet? En 2023, l'État a adopté une norme de construction parasismique sur laquelle l'Observatoire a collaboré. Alors, je n'ai pas ma caméra, mais je l'ai avec moi. Vous avez aussi sur la slide. Et vous pouvez consulter cette norme. Vous pouvez aussi faire appel à un architecte pour faire un diagnostic chez vous. Et on pourra en parler dans les questions à la fin si vous voulez. Ce que je veux aussi vous montrer, c'est que en cas de séisme, les infrastructures de transport et électriques, mais aussi énergétiques, plus largement, sont exposées au risque sismique. Par exemple, les conduites de gaz. Et on verra que ça fait partie des choses dont il faut être conscient en cas de séisme, parce que ça peut engendrer des accidents post-événement. Donc, il faut
faudra en tenir compte. Je vous ai parlé, et Gonzalo aussi a évoqué, le fait que nos sociétés sont plus ou moins résilientes face aux catastrophes. Pour moi, la définition de la résilience, on peut le définir de la manière suivante. Vous pouvez considérer un service essentiel qui est prodigué par l'État ou la communauté, qui a un certain niveau de conditions normales. Pensez par exemple à votre revenu économique, pensez au nombre d'heures de cours de vos enfants ou vos courses hebdomadaires. Ça, c'est vos conditions normales. Mais en cas de catastrophe, bien évidemment, si elle frappe, eh bien, ces conditions normales, eh bien, elles sont perturbées et elles baissent. Et il faut un certain temps pour récupérer un niveau des conditions normales. Et quand on dit on se réadapte ensuite après une catastrophe, on peut parler de gagner en résilience. On a un niveau de service qui peut augmenter. Et le temps de réponse de nos sociétés dépend de notre niveau de résilience. Malheureusement, en Bolivie, comme vous le savez, on n'est pas forcément préparé à ce type de catastrophe comme un séisme. Il nous faudra beaucoup plus de temps que d'autres pays comme le Japon ou le Chili qui, eux, ont développé une culture sismique du fait de leur exposition qui est plus grande. Donc, ils réagiront plus vite. La Bolivie, évidemment, on aura plus de mal à se réadapter, à récupérer nos services. Donc, ça fait partie de l'enjeu de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser à ça pour adopter les bons réflexes et essayer de redresser cette pente pour qu'on regagne le plus vite possible en cas d'événements sismiques majeurs. Dans tout cela, la science joue un rôle fondamental. L'observatoire en particulier, je vous en parlerai après sur ce qui est fait à l'observatoire. Mais l'idée générale des enquêtes post-séisme, c'est de donner des faits scientifiques pour l'évaluation des risques. Je vous ai montré la carte du risque sismique, par exemple, en récoltant des témoignages, des ressentis, des vidéos, mais aussi des signaux sismiques avec nos stations, pour essayer de donner une mise à jour de la probabilité d'occurrence des séismes, pour que des politiques soient mises en place et hiérarchiser des actions prioritaires pour essayer de sensibiliser les gens, adapter le bâti, faire des exercices, des simulacres, des simulations de séismes dans les écoles, à votre travail. C'est le but de notre travail. À l'Observatoire, ce qui est fait concrètement, on est présent sur les réseaux sociaux pour récolter vos témoignages. Si vous ressentez un séisme, connectez-vous sur le site de l'Observatoire ou sur la page Facebook, Observatorio San Calixto, et vous pouvez répondre à ce qu'on appelle un formulaire de ressenti. Dans le reportage, vous avez une image d'exemple qui vous permet de remplir ce que vous avez observé chez vous, des fissures, apporter des photos, des ressentis, est-ce que des objets sont tombés, ce genre de choses. Est-ce que l'électricité a été coupée, par exemple? Et ça nous aide grandement à nourrir nos rapports. J'espère vous avoir convaincu avec cette première partie que vous êtes exposé en Bolivie au risque sismique. Il y a eu des grands séismes par le passé, ils auront toujours lieu, on ne peut pas les prédire, malheureusement. Il faut apprendre à vivre avec. Comment apprendre à vivre avec? C'est ce qu'on va voir dans cette seconde partie. Quel geste adopter? Qu'est-ce que vous pouvez faire avant un séisme? Comment réagir? Comment préparer votre entourage, vos enfants, votre famille, vos voisins à ces urgences-là? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Et enfin, je vous parlerai de cette gestion de crise. Qu'est-ce qui manque pour passer à l'action? Il y a 3 points qu'il faut retenir, et c'est ce que je veux que vous reteniez en partant après ce webinaire. Il vous faut chez vous un sac d'urgence qui contiendra, on le verra, l'essentiel pour partir de chez vous plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut que ce sac soit préparé à l'avance, que vous sachiez où il est, et qu'il serve pas forcément qu'en cas de séisme, il peut servir à d'autres occasions, en cas de blocage, en cas d'autres catastrophes, en cas d'inondation, quoi que ce soit. Il peut être multifonction. Ensuite, il vous faut un plan d'urgence à réaliser en famille. Vous pouvez aussi le réaliser au travail ou à l'école avec vos enfants. Et enfin, il y a des gestes qu'il faut connaître. C'est indispensable. Donc, premièrement, ce sac, qu'est-ce qu'il doit contenir? L'essentiel pour vivre un peu comme si vous partiez en camping, loin de tout service public. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a peut-être pas de ravitaillement, donc il faut penser à quoi? Il faut penser que vous pouvez être dans la nuit, donc il vous faudra une lampe avec des piles. Pour se tenir informé, si jamais le réseau Internet est coupé ou le réseau de télévision est coupé, il vous faudra une radio à piles. C'est des choses que vous pouvez vous procurer sur le marché ou ailleurs sur le marché. Évidemment, de l'eau et de la nourriture. Si vous avez un animal de compagnie, idem, il lui faut de l'eau et de la nourriture. Des vêtements en cas de froid la nuit. Un double de vos clés, si jamais vous devez partir en urgence de chez vous, vous ne pensez pas à prendre vos clés, il vous faut un double dans votre sac pour pouvoir re-rentrer plus tard, si tant est que
votre maison tienne debout. Et enfin, une trousse d'urgence en cas d'accident, un peu d'argent liquide. Et j'ai rayé le briquet, on verra pourquoi, c'est pas toujours quelque chose à emporter avec soi. Ensuite, un plan d'urgence, comment on se prépare en famille à répondre à un séisme si vous êtes en train de dîner et il y a un séisme, comment vous devez réagir avec vos enfants. Vous trouverez toutes les informations nécessaires avec un plan d'urgence à remplir en famille sur le site de l'Observatoire San Calixto. Vous pouvez aussi suivre les exercices de crise qui sont proposés parfois par les unités de gestion des risques de votre municipalité, qui sont organisés en général à un plus haut niveau avec le vice-ministère de la Défense civile. Et en gros, ce plan, à quoi il sert? Il sert à définir les sorties de secours, comment on ferme le gaz, l'électricité et l'eau, parce que ce sont des réseaux qui peuvent engendrer des accidents supplémentaires en cas de séisme. Évidemment, penser à une fuite de gaz, ça peut créer un incendie, par exemple. Tenir compte, évidemment, je vous ai parlé de vos animaux de compagnie, si vous en avez, de vos voisins ou des personnes âgées, des personnes qui pourraient avoir besoin, des personnes handicapées aussi. Et aussi des informations essentielles sur vos proches. Leur groupe sanguin, est-ce qu'ils ont des maladies, des traitements à prendre, et un contact d'urgence si vous n'arrivez pas à les contacter. Et enfin, les bons gestes. Comment faire si maintenant, là tout de suite, vous ressentez un séisme? Quelle est la première chose à faire pour vous protéger physiquement? Ce qu'il faut bien se dire, c'est que les secousses, elles vont faire tomber des choses. Donc, la première chose à protéger, c'est votre tête, c'est votre corps. Pour ça, il faut s'accroupir, minimiser l'espace qu'on occupe, se mettre sous une table, se protéger et surtout tenir ce avec quoi on se protège. Il y a des vidéos, je ne veux pas vous les montrer forcément, mais il y a des vidéos qui montrent la différence de réaction de la population qui tiennent les meubles et qui ne tiennent pas les meubles. Très simplement, une grosse secousse peut faire s'envoler une table et ensuite faire tomber une étagère. Évidemment, vous n'êtes plus protégé. Tandis que si vous tenez la table, j'espère vous convaincre que vous serez beaucoup mieux protégé. Évidemment, si ça a lieu dans la rue, il faut se retrouver au centre de la rue, loin des bâtiments susceptibles de s'effondrer, loin des lignes électriques. Et enfin, une fois que la secousse est passée, la secousse principale est passée, restez informé, que ce soit par téléphone, par radio ou par télévision. Rassurez vos proches et vos voisins. Faites le tour. Assurez-vous que votre électricité est coupée, que le gaz est fermé pour éviter tout risque d'incendie. Gardez son calme, ça ne sert à rien de courir l'essence. Évitez les accidents avec les lignes électriques, c'est important. Pensez aussi aux effondrements. Je pense que vous avez vu les vidéos du séisme en Turquie l'année dernière, des bâtiments qui s'effondraient après les séismes parce qu'ils ont été fragilisés. Toute personne se trouvant à proximité de ces bâtiments qui menaçaient de s'effondrer ont été exposés à d'autres risques d'effondrement après le séisme. C'est important d'en être conscient. Et toutes les chutes d'objets qui peuvent avoir lieu. Pourquoi ne pas prendre de briquet dans son sac d'urgence? Tout simplement parce que si vous êtes dans la rue et vous dites je vais me réchauffer, je vais faire quoi que ce soit, allumer une cigarette, vous risquez de déclencher un incendie. Vous ne pouvez pas savoir, pas sentir si il y a des fuites de gaz dans la rue. C'est pour ça que je vous déconseille de prendre votre briquet avec vous. Évidemment, ne pas prendre l'ascenseur parce qu'en cas de panne électrique, il peut y avoir des accidents, vous pouvez rester bloqué. Ça complexifiera votre évacuation. Les appels d'urgence, laissez la priorité aux autorités sur les lignes, aussi sur Internet. Je pense que vous avez déjà fait l'expérience pendant un blocage de voir que tout était ralenti sur WhatsApp, par exemple. Et ne jamais secourir seul quelqu'un dans les décombres, parce que si quelqu'un d'autre sous les décombres, vous pouvez y être aussi. Pareil pour la voiture, si vous voulez évacuer, n'évacuez pas seul. En cas d'accident, on ne pourra pas venir vous aider. Maintenant, si vous trouvez quelqu'un allongé, inconscient, il faut, si vous ne connaissez pas les gestes de premier secours, demander de l'aide. On viendra vous aider. Vous pouvez aussi vous former aux gestes de premier secours. Vous pouvez trouver ça, vous pouvez trouver des formations en ligne ou avec vos mairies. Et enfin, préserver votre intimité lorsque vous êtes évacué dans un centre d'évacuation. Ça peut être un gymnase, un lieu de regroupement, et parler avec vos proches de ce qui s'est passé, notamment avec vos enfants. Ça peut être un traumatisme très important, pas que avec les enfants, mais notamment avec les enfants. Enfin, si vous êtes évacué à un point où vous devez partager l'eau et l'hygiène avec d'autres, c'est important de penser à sa sécurité en termes d'eau et d'hygiène. Donc, gardez une hygiène, lavez-vous les mains, etc. Et ne prenez pas de risques.
Donc, je vous ai donné un peu en condensé tout ce qu'il y avait à savoir sur la réaction et même les faits sur le risque sismique en Bolivie. Donc là, maintenant, vous devriez être capable de sensibiliser vos enfants, vos proches et vos collègues pour partager les bons gestes, savoir où les ressources se trouvent, à savoir sur le site de l'Observatoire de San Calixto et sur les slides de cette présentation qui vous seront partagés à la suite du webinaire, que vous retrouverez sûrement sur le site de l'ambassade aussi. Vous pouvez désormais réviser vos plans de bâtiment, contacter si vous avez une assurance. Vous pouvez aussi poser vos questions à l'Observatoire en français ou en espagnol, on y répondra. Et vous pouvez demander de l'aide à des architectes, à des avocats, à des sociétés de construction sur le thème des séismes. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de faire un webinaire comme celui-ci? Pourquoi on ne s'y prépare pas plus? On pourrait se demander, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que tout le monde devrait commencer à se préparer, maintenant qu'on sait qu'il peut y avoir des séismes de magnitude 6,6 et au-delà. Mais la question qui nous intéresse aussi, c'est pourquoi on ne s'y prépare pas? Pourquoi vous n'êtes pas préparé? Pourquoi vous non plus, alors que vous êtes conscient de ce risque maintenant, n'allez pas demander à vos proches ou à vos enfants ou à vos collègues de se préparer eux-mêmes? Et ça, c'est un paradoxe de permission culturelle en psychologie sociale. Si vous voulez, il n'y a pas l'opportunité ou l'initiation qui a démarré. C'est un peu comme si vous voulez, imaginez, vous êtes à une réception officielle avec des petits plats et tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux en disant mais qui va commencer? Parce que tout le monde est conscient que la nourriture est là pour être mangée, c'est fait pour et on aurait le droit, mais il manque quelqu'un pour commencer. Et en fait, si vous voulez, on est encore un peu dans cette situation de blocage tant que personne n'a donné la permission quelque part pour y aller. Alors que si une première personne commence à se servir, tout le monde naturellement va se dire ah bah oui, c'est normal, quelqu'un a commencé à le faire, il faut que je le fasse moi aussi. De toute façon, c'est là pour ça, c'est là pour m'aider à manger ou à se préparer au risque sismique. Donc c'est un peu le but de ce webinaire, c'est de vous pousser à en parler et à demander des exercices dans les écoles de vos enfants, à votre travail, et peut-être même à vos municipalités. Enfin, une dernière information que vous pouvez, alors je pense qu'on peut la lire direct. Il y a des ressources audiovisuelles euh, qui peuvent vous servir pour parler de séisme avec vos enfants. Par exemple, ici, vous avez une scène extraite d'un film de Miyazaki qui s'appelle Le vent se lève, où on voit un séisme. Alors, je suis désolé, il va y avoir du son. Non. Vous avez concrètement les effets d'un séisme. Alors, évidemment, c'est un dessin animé, c'est un film d'animation, pardon. Donc, c'est exagéré, mais c'est très intéressant du point de vue des faits. On voit évidemment des secousses et on va voir toute une série de réactions de la population qui vont essayer de s'entraider, qui vont devoir faire face à des accidents supplémentaires, un incendie, une locomotive qui menace d'exploser, ce genre de phénomène post. Là, vous avez des lignes haute tension qui rompent. Ensuite, on a une scène d'évacuation. Et enfin, je ne vais pas vous montrer tout l'extrait qui dure 5 minutes, on a aussi une réplique qui a lieu au moment où tout le monde a été évacué dans un lieu sûr, tout le monde commence à retrouver ses esprits, et là d'un coup, sans qu'on s'y attende, une réplique a lieu. Donc cette scène est très intéressante pour se rendre compte de la réalité d'un séisme. Vous avez aussi des mangas et d'autres ressources sur le site de la métropole de Tokyo que je vous ai mis sur cette slide, que vous pouvez retrouver, je vous ai dit, sur le site de l'ambassade. Donc c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, alors j'arrive pas à passer ma slide d'après. Ça vient. Si vous avez des questions, je peux les prendre. Vous pouvez les poser à l'oral en ouvrant votre micro, en levant la main ou dans le chat. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous êtes bienvenus pour poser toutes les questions. J'ai évidemment des slides supplémentaires si jamais vous avez des questions en particulier. Merci à tous pour votre écoute. À vous de prendre la parole. On ne peut pas lever la main. Ah, alors je vous en prie, Mathias, allez-y. C'était juste une question. Est-ce qu'il est possible d'obtenir des cartes Bien sûr. et où est-ce qu'on peut retrouver ces cartes? Alors, j'imagine que c'est pour les diffuser ou pour vous intéresser à ces cartes. Les Oui. supports qui ont servi à la présentation vous seront partagés sur le site de l'ambassade et peut-être même par mail. Vous les retrouverez d'ici peut-être une semaine. Ces Mhm. cartes, sinon, sont disponibles sur le site de l'Observatoire.
notamment la carte du Mhm. risque sismique avec le code couleur du rouge au bleu. Vous la retrouvez Oui. sur, vous tapez carte Mapa Amenaza Sismica avec l'Observatoire San Calixto. Et au besoin, si jamais vous avez besoin d'autres cartes, comme la carte des séismes historiques, on peut aussi vous la fournir dans un format PDF si vous contactez l'Observatoire sur Facebook ou sur le site Internet. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis évidemment, en cas de besoin de présentation plus particulière de faits ou quoi, on peut aussi intervenir, par exemple si dans votre travail ou à l'école, sur demande pour sensibiliser le personnel. Tout en sachant que potentiellement un second webinaire sera organisé probablement cette fois-ci en espagnol dans un mois au niveau de l'observatoire qui sera publié. Et là aussi, ça sera des ressources publiques en ligne avec des slides à destination de toute la population. Il y a peut-être un point qui peut intéresser certains sur le bâti, par exemple. Si quelqu'un est propriétaire ou même locataire d'une maison, par exemple, ou d'un appartement, j'ai peut-être des points de vigilance que vous pouvez identifier, des points de vérification que vous pouvez effectuer. Il y a une question sur le chat, Eddy. Alors, première question d'Isabo qui nous dit comment peut-on connaître les dates de webinaire en espagnol tout public? Vous pouvez retrouver ces dates sur la page Facebook de l'Observatoire San Calixto. Vous avez le lien ici, vous pouvez rechercher sur Facebook ou sur le site de l'Observatoire. Il y aura un événement de créer d'ici une semaine avec la date précise, l'heure. Et sinon, pour vous donner une idée, normalement, ça devrait tourner autour du 11 ou 14 octobre 2024. 11 ou 14 octobre. Ensuite, une seconde question de Myriam qui s'emballe. Vous avez parlé des assurances, elles répondent en cas de séisme en Bolivie. Alors, ça dépend complètement de votre assurance. Je ne connais pas les termes de votre assurance. Je n'ai pas les cartes en main pour vous répondre. En regardant votre contrat, en appelant votre conseiller, vous pourrez avoir des réponses. Évidemment, sans trop m'avancer là-dessus, qui dit assurance dit norme. Vous êtes assuré en cas d'accident si votre bâtiment répond à certaines normes. Donc, il faut regarder dans le détail les normes en question dans votre contrat. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez des questions plus en détail, Myriam, sur la question des assurances et de la construction, vous pouvez aussi contacter l'Observatoire en français sur WhatsApp, par exemple, et on vous répondra, on vous aidera. Ensuite, une autre question de AFCOM, Agence française. Comment savoir si notre logement répond à des normes antisismiques? Alors pour ça, si vous avez accès à vos plans de construction, vous pouvez regarder normalement en mention dans les termes à quelle norme il répond. Normalement, il y a une certification de l'architecte ou du maître d'ouvrage qui, par exemple, peut répondre au guide de normes antisismiques. Je crois qu'il a été élaboré en 2020, quelque chose comme ça. Il y avait aussi des recommandations préalables depuis 2010. Vous pouvez consulter cela et consulter aussi les documents que je vais vous montrer maintenant pour savoir plus en détail. Je vais juste passer sur ce type de mesures antisismiques pour les maisons. Là, vous avez un plan de maison avec différents points de vigilance qui ne correspondent pas à la norme actuelle, pas forcément parce qu'elle n'est pas détaillée, ce n'est pas chiffré, mais c'est des points de vigilance que vous pouvez effectuer. Vous pouvez réaliser une vérification de votre bâti, notamment au niveau des fondations. Est-ce qu'il y a une fondation? Est-ce qu'elle est en béton armé, c'est-à-dire avec des tiges de métal à l'intérieur? Au niveau des charpentes et de tous les cadres de portes, de fenêtres, mais aussi de supports de cheminée. Est-ce qu'il y a des cadres en acier qui sont fixés aux fondations? Ça, c'est important. On sait par exemple une cheminée, si elle n'est pas sur un support solide, en cas de séisme, elle peut s'effondrer et ça fait partie des choses qui peuvent créer des accidents à l'intérieur de la maison si une conduite de cheminée s'effondre avec ses briques dans une pièce, évidemment. Alors que s'il y a un cadre qui est fixé aux fondations, ça peut retenir la cheminée.
indépendamment de est-ce que vous avez senti un séisme ou pas, vous pouvez effectuer aussi des vérifications de fissures sur les surfaces, murs, sol, dalles en béton, plafond, dans le toit, etc. Auquel cas, il faudra envisager des travaux de renforcement en contactant une entreprise euh, et en parlant des normes pour qu'ils s'y réfèrent. Pour qu'ils s'y réfèrent, pardon. Si vous avez des étagères, des lampes, des télévisions, des ventilateurs qui sont en hauteur, je vous recommande de les fixer solidement, soit avec des vitres supplémentaires ou avec des chaînes en cas de chute. Le plus simple restant des vis, à mon avis. Vous pouvez ajouter des équerres aussi dans votre charpente aux intersections, aux angles, pour renforcer le bâti. Je réinsiste juste une fois, ce sont des recommandations d'ordre général. Elles ne font pas partie de la norme que vous retrouvez en bas sur le site en tapant Norma Boliviana de Diseño Sísmico sur Internet. J'espère avoir été clair sur les mesures. Une question qu'on pourrait se poser, c'est comment réagirait ma maison en fonction de si j'ai une maison justement ou un appartement dans une tour en plein centre-ville. Pour ça, je vous présente une petite vidéo très courte de type de réponse de bâti. Ce que vous voyez ici, c'est une maquette avec des tiges mobiles. Imaginez que ce soit une tour, un bâtiment. Et au sommet, vous avez typiquement votre étage avec votre appartement, par exemple. Plus bas, sur la maquette, vous avez des maisons plus basses avec un ou deux étages. Et on voit que la fréquence, autrement dit l'oscillation, n'est pas la même en fonction de comment est réglée la hauteur de votre appartement. Là, vous avez un exemple en direct. Et on va voir qu'en cas de tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer quand le sol va trembler? Et ben, on verra qu'on aura une excitation différente en fonction de la hauteur de votre bâtiment. Et ça, c'est important. Malheureusement, on ne peut pas le prédire. Un séisme va stimuler à plus ou moins grande fréquence. Je propose juste de voir un peu la différence de réaction des bâtiments en fonction de leur hauteur. Là, vous avez la réponse des bâtiments. On voit que la tige du milieu répond très fortement. La première et celle du milieu répondent très fortement, alors que les maisons basses, quelque part, réagissent très peu. Ça, c'était pour une faible fréquence. Et on va voir maintenant pour une fréquence très élevée, très rapide, on a des maisons qui vont, elles, répondre plus fortement que les bâtiments élevés. Donc, ça peut apporter un élément de réponse à Béatrice qui nous pose une question dans le chat. À la base, les immeubles construits. Bon, alors sur la partie des immeubles, on voit que les immeubles peuvent répondre d'une manière beaucoup plus grande. Et ensuite, sur les risques associés aux collines, au niveau de ce qu'on appelle l'effet de site, en fonction de où est situé notre bâtiment, on a effectivement des phénomènes d'amplification à certains endroits. Et ça, c'est des choses qui sont assez peu connues dans les villes. Il y a un travail à faire pour connaître un peu mieux ces réponses de site. Certains endroits, par exemple, on a des cuvettes qui peuvent répondre plus fortement au séisme et générer plus de ressentis localement à certains endroits. Ce n'est pas forcément vrai sur toutes les collines. Donc, la réponse, c'est est-ce que à la réponse à la question, les immeubles construits sur les collines sont-ils plus à risque? Pas forcément. Par contre, du point de vue des glissements de terrain qui sont intrinsèques aux collines, il est sûr que ça ajoute un risque supplémentaire. On peut imaginer, comme dans le cas du séisme de 94, le magnitude 8, il y a eu des glissements de terrain qui ont été engendrés par ce séisme, qui ont emporté des maisons. Donc c'est sûr qu'à la base, s'il y avait un séisme demain d'une magnitude importante, comme on l'a vu qu'il était possible, évidemment, les constructions sur les collines seraient exposées à un risque de glissement de terrain. Donc à des effondrements. Donc. En Bolivie, je me permets juste d'ajouter que l'écrasante majorité des bâtiments sont construits sans normes parasismiques, alors qu'elle existe depuis l'année dernière. Évidemment, la majorité des bâtiments ont été construits avant, donc ils ne suivent pas cette norme. Ils suivaient peut-être des recommandations antérieures. Et donc, ça veut dire que c'est des points de vigilance à observer si vous travaillez dans un immeuble, travaillez dans un bâtiment, si vous avez une maison qui a été construite. C'est des points de vigilance de votre part. Un point peut-être supplémentaire sur la prédiction des séismes.
personne n'a posé la question, mais si on étudie les séismes en Bolivie, est-ce qu'on ne pourrait pas les prédire? Est-ce qu'on ne pourrait pas les connaître à tel point qu'on les prédirait? Malheureusement, non, on n'est pas capable de prédire là. Ce sont des phénomènes naturels complètement imprédictibles, des phénomènes de rupture. On peut les étudier, mais on ne peut pas les prédire. Tout ce qu'on peut faire, nous, à l'observatoire, c'est lancer l'alerte. Si on détecte un séisme avec nos avant-postes, qui sont nos stations déployées sur le terrain dans les montagnes, si on écoute un séisme, il y a une alerte automatique qui est révisée par quelqu'un H24 et qui peut lancer l'alerte aux autorités, qui partagent l'information sur les réseaux sociaux. En quelques 30 minutes, par exemple, vous êtes informé d'un séisme et potentiellement, là, vous avez un exemple issu d'une BD qui parle de la compétition entre l'avance d'un séisme dans le temps, la propagation du séisme, les ondes sismiques qui sont destructrices, et la vitesse de l'information, la vitesse à laquelle l'information transite sur Internet. Et on voit que à des distances d'à partir de 100 km, on peut avoir une avance. C'est juste pour signaler. Et la chute de cette BD, c'est juste que les gens parfois passent plus de temps à retweeter cet événement avant même de se préparer à ressentir le C. Donc évidemment, c'est de l'humour noir, mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles je vous recommande très fortement de suivre l'Observatoire. Vous pouvez avoir des notifications euh, en cas de séisme. J'avais une question, Eddy. Oui, Isabelle. Est-ce qu'il existe un système d'alerte national justement dans le pays Alors, il y a un réseau. par SMS ou par Il justement par n'y a pas ce type d'information très centralisée avec un réseau comme on a par exemple en France avec Alerte France. En revanche, on a un réseau direct de communication avec les autorités qui fait qu'en cas de déclenchement de l'alerte à l'observatoire, en l'occurrence c'est Gonzalo qui peut le déclencher, euh, toutes les autorités, toutes les unités de gestion de risque, toutes les municipalités sont informées en direct avec des faits scientifiques sur l'événement, l'heure, la magnitude du séisme, les dégâts déjà observés. Donc, ils ont les informations en main et ensuite, c'est à eux d'envoyer, par exemple, la protection civile, des ambulances, les pompiers, etc., pour procéder à l'évacuation et le secours. Il n'y a pas de système d'alerte avec le réseau téléphonique comme Alerte France, je disais. Ça fait partie des choses qu'on envisage avec Entel, par exemple. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas en place ce réseau d'alerte direct sur la base du réseau cellulaire. D'accord. Donc pour l'instant, on s'appuiera sur nos listes WhatsApp avec nos chefs d'îlot Voilà, en exact. lien avec toi, C'est avec ça. l'observatoire. Mhm. Donc, ça veut dire qu'il faut rester en contact. Si vous êtes si vous êtes dans une institution en contact avec votre îlot pour suivre les informations de l'observatoire. Merci. D'accord. Et une dernière question aussi qui pourrait intéresser certaines personnes, c'est ah oui, les séismes en Bolivie, dans la cordillère des Andes, c'est sans doute relié au volcanisme. Juste une petite mise au point sur la subduction. Vous vous souvenez de la subduction de la plaque Nazca à l'ouest sous le continent sud-américain. Évidemment, la raison pour laquelle s'est formée la cordillère des Andes, c'est cette subduction, c'est ce surplus de matière lié à la collision des deux plaques tectoniques qui a donné aussi naissance par remontée de magma, vous le voyez, sous la chaîne de volcans. En Bolivie, on a des volcans, dans le sud du pays. Par exemple, on a l'Uturuncu, qui sont des volcans qui n'ont pas été actifs ces dernières années, mais qui pourraient rentrer en activité un jour, potentiellement. Mais les séismes qu'on observe ne sont pas directement liés aux volcans. Plutôt, disons que les séismes et les volcans ont la même origine, qui est la subduction. Mais les séismes qu'on observe n'ont pas pour origine les volcans. Et évidemment, c'est juste pour vous rappeler aussi un fait sur les volcans, c'est que la Bolivie, de par sa position géographique, se situe en bordure de ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, qui correspond à l'interface de subduction de toutes les plaques de l'océan Pacifique. On peut citer le Chili, évidemment, la Californie, l'Alaska, le Japon, les Philippines aussi, qui sont exposés au risque sismique. Aussi, si vous êtes de passage sur La Paz et que vous voulez découvrir l'observatoire plus en détail, il est possible de réaliser une visite de l'observatoire qui se trouve dans le Casco Viejo, donc le centre-ville historique de La Paz.
Il vous suffit d'aller à la Calle Indaburo et de venir un matin en semaine et vous pouvez réaliser des visites en français ou en espagnol du matériel scientifique, des lieux de l'observatoire qui se trouve dans une vieille maison de plus de 100 ans à côté du collège San Calixto. Donc voilà, vous verrez plein d'instruments scientifiques, c'est super pour les enfants et, euh, et vous aurez un peu une meilleure compréhension du travail quotidien d'observation des séismes en Bolivie et avec une histoire de plus de 100 ans, 111 ans maintenant, de l'activité qui est réalisée à l'observatoire. Et donc voilà, vous avez juste aussi un petit rappel historique que tu as mentionné, Isabelle, des différentes collaborations avec les États-Unis et la France, et la reconnaissance au début des années 2000 de l'Observatoire San Calixto comme centre national de données dans le cadre d'observation des essais nucléaires également. Euh, Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on pourra clore la session. Je vous laisse encore peut-être une minute. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à suivre l'Observatoire et à poser vos questions en français ou en espagnol. Ce sera un plaisir d'y répondre. Et n'oubliez pas de laisser votre contact, évidemment. Merci beaucoup, Eddy. Peut-être juste pour simplement conclure et te remercier pour tous ces éléments. J'espère que ça a été utile pour tout le monde. Et puis donc tout le monde franchira le cap de la préparation au séisme, en particulier dans les zones qui ont été citées, les zones les plus risquées. Si tu es d'accord, Eddy, on pourra diffuser ce slide, enfin la présentation que tu as faite à la liste mail des Français et de la communauté française et éventuellement par WhatsApp pour ceux que ça intéresse. Et je crois, mais peut-être que je me trompe, que la présentation était aussi enregistrée. Oui, Donc, on peut aussi, si tu en es d'accord, hein, on en a pas parlé avant, mais éventuellement la mettre en ligne ou en tout cas la mettre à disposition de la communauté française d'une manière ou d'une autre pour ceux qui n'ont pas pu y assister. bien sûr. C'est l'objectif. Super. Merci à tous et bonne journée à tous. Merci à Merci tous. beaucoup. À Bonne bientôt. journée. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Merci beaucoup.